Bonjour Xavier Niel. Bonjour French Web. Vous vouliez faire un coup fumant pour la sortie de la Freebox V6 et je crois que c'est 100% réussi. Alors on ne cherche pas à faire des coups fumants, non, on travaille des années sur un produit que l'on sort au bout d'un moment et puis voilà, on est content et si ça plaît aux gens, on est ravis. Parce qu'il y a quand même une vraie rupture, c'est pas pour rien que vous l'avez appelée révolution, et il y a d'une certaine façon quelque chose qui met un terme à beaucoup de modèles qui étaient en train de s'établir chez certains de vos concurrents. Nous on a toujours une seule et même idée, c'est d'inventer les choses, c'est-à-dire que de ne pas se contenter de copier, c'est de réfléchir à chaque fois quels sont nos usages, et puis de créer un produit qui correspond aux usages. Donc si vous prenez cette Freebox, on commence à y penser en 2007, on commence à travailler sur les parties hard et soft début 2008, et puis on a presque 3 ans de travail pour sortir un produit maintenant, donc c'est des cycles longs. En 2007, on ne parle pas encore beaucoup de TV connectée. C'est pourtant une vraie concurrence à la télévision connectée là, que vous êtes en train de proposer. Mais en 2000, quand on commence à travailler sur la première Freebox, on ne parle pas de télévision au travers d'Internet, on ne parle pas de téléphone au travers d'Internet, mais notre vrai métier, notre vrai savoir-faire, c'est d'imaginer les choses en avance et puis ensuite de les déployer, de les fabriquer. On a une vraie spécificité, c'est qu'on fait à la fois le hard et le soft, on invente le produit, puis on le met sur le marché, et s'il plaît, on est ravis. Ça veut dire que la Freebox V6 qui sort aujourd'hui, c'est une réflexion qui a 3 ans, on va dire. C'est une réflexion de plus de 3 ans, c'est une réflexion de 2007, parce qu'en fait, en général, notre cycle de vie, on termine un produit, on a ensuite un peu plus d'1 an de travail sur la box qui sort, c'est-à-dire beaucoup d'annonces, beaucoup de lancements, de terminer vraiment le produit, et puis après, on recommence la génération d'après. De quelle fonction vous êtes le plus fier sur cette Freebox ? Alors, on est fiers de tout, hein. On a tout réimaginé, donc on est fiers de tout, mais globalement, on a réussi à... c'est peut-être pas le produit qui sera le plus utilisé, mais on a fait notamment un navigateur sur la télévision, qui est un navigateur pour la première fois, un navigateur web réellement utilisable sur la télévision. Et le jeune garçon qui nous a développé ça de manière extrêmement brillante a été débauché par une grande entreprise américaine d'électronique grand public bien connue. Donc on est très triste, mais il a réalisé un produit qui est superbe. Un nouveau processeur dans cette Freebox, développé en partenariat, et j'ai l'impression très actif avec Intel. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura des petites sœurs technologiques de la Freebox, qui maintenant est certainement la set-top box la plus évoluée sur la planète, qui vont se développer dans d'autres pays ? Alors, avec Intel, on a commencé à travailler très tôt. Donc, dès 2008, dès le début 2008, il a fallu choisir le processeur qu'on allait mettre. Et on s'est posé une question différente qui a été de dire, jusqu'à aujourd'hui, on utilisait toujours des processeurs dans les box, mais tout le monde dans le monde entier, des processeurs qui étaient des processeurs dédiés à faire de la télévision. Et là, on s'est posé une question différente. On s'est dit, comment avoir un processeur extrêmement puissant ? Et quand vous cherchez un processeur extrêmement puissant, vous allez vers le leader mondial du processeur, qui est Intel. Et puis, vous leur posez la question. Eux, je pense, voient un débouché supplémentaire, un endroit où ils vont pouvoir produire du volume. Et puis en partant de tout cela, ils vous inventent un processeur, ils avancent avec un processeur qui devient une référence mondiale parce qu'elle est utilisée chez nous. On est le numéro 1 mondial de la télévision sur IP, juste devant China Telecom qui est numéro 2, mais avec leur croissance, on en profite pour le dire aujourd'hui parce que je ne suis pas sûr qu'on pourra encore vous le dire dans un an, mais on est le numéro 1 mondial de l'IPTV, et à partir de ce moment-là, quand on va voir un vendeur d'équipements électroniques, il nous écoute et il travaille avec nous pour créer quelque chose. Donc là, on a travaillé de manière intelligente avec Intel pour créer quelque chose. Vous aurez un nouveau champ qui est possible pour des applications avec un store. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir un SDK pour les développeurs à terme ? Alors on a créé des SDK. Il y a notamment un SDK dans différents langages et puis avec des niveaux d'accès au SDK différents en fonction de ce que l'on souhaite faire. Le SDK le plus bas niveau est fait en C. C'est sur cette base, par exemple, que Gameloft a développé des jeux avec des couches très basses qui permettent de développer des applications extrêmement rapides. Donc ça veut dire que les éditeurs de jeux, notamment, en dehors de Gameloft, qui est le premier à participer avec 5 jeux, vont pouvoir venir assez rapidement. Alors on a signé des accords avec d'autres studios qu'on ne cite pas aujourd'hui, mais on a signé des accords avec d'autres studios pour porter des jeux. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est un processeur x86, donc on a le processeur le plus standard au monde, celui qu'on a tous dans notre Mac ou notre PC. Et à partir de ce moment-là, c'est très simple de porter des jeux. On a un moteur 3D, on a un processeur Intel x86, donc le portage d'un jeu qui a existé sur nos plateformes est extrêmement simple. Ça veut dire que très prochainement, on pourra avoir une plateforme de jeu qui soit assez comparable en matière de proposition de jeu à une PlayStation, par exemple. Alors, on n'a pas la rapidité d'une PlayStation 3, on est loin de ça. On estime qu'on est entre une Wii et une PlayStation 3, en étant plus proche de la Wii que la PlayStation 3, mais ça donne des jeux extrêmement impressionnants parce qu'on a à côté de ça des processeurs plus puissants sur la vidéo et sur le son, donc ça nous permet de faire des effets assez impressionnant. Vous avez rajouté en fait l'illimité sur les mobiles, tous opérateurs confondus dans cette Freebox. On sait que dans un an, vous sortez évidemment votre solution directement d'opérateur mobile. Est-ce que finalement la mettre gratuit et dire ce que vous avez dit à la conférence en disant je peux vous le proposer gratuitement parce que franchement ça coûte pas cher, ça n'est pas vous
tirer une balle dans le pied pour les offres futures du mobile? Sur le mobile, on a eu du mal à avoir cette licence mobile, mais c'était sûrement un hasard. Je ne pense pas que ce soit nos compétiteurs d'une manière ou d'une autre qui nous aient bloqués. Je ne peux pas imaginer ça. Mais on a eu du mal à avoir cette licence mobile. Mais ce que l'on sait sur le mobile, c'est qu'aujourd'hui, vous payez des fortunes en termes pour la voix, pour la data, des choses qui coûtent très peu cher à produire. Et je pense qu'on a un vrai savoir-faire et on va être à même d'apporter une vraie révolution sur ces marchés-là. Et si on n'apporte pas une vraie révolution, de toute manière, ça ne marchera pas. S'il s'agit de reproduire ce que font les autres, ça ne marchera pas. Et donc on pense comme lorsqu'en 2002, on a inventé, le terme est peu modeste, mais lorsqu'on a inventé le triple play en 2002, bien de la même manière, on doit inventer un nouveau deal pour le mobile en 2012. Ça tombe bien, c'est 10 ans après, pile poil, mais c'est vraiment l'esprit, c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel on travaille. Il faut révolutionner un secteur. Si on n'est pas à même de révolutionner un secteur, on n'existera pas dans ce secteur, on n'est pas légitime à exister. S'il s'agit de copier les entreprises qui existent ou de faire des copycats, le terme généralement utilisé pour Internet, ça n'a pas de sens et au bout, on ne gagnera pas vraiment de l'argent et ça ne marchera pas et ça ne plaira pas au grand public. Donc l'offre d'aujourd'hui sur les mobiles ne parasite pas du tout la future offre quadruple play que vous sortirez? Je pense qu'elle peut peut-être aujourd'hui parasiter les offres des gens qui essayent de vous vendre des forfaits limités sur le mobile à 100 € et qui devraient peut-être se poser la question. Nous, on fait plus que ça. On ne fait pas non seulement un forfait limité sur les mobiles, mais on vous rajoute un lecteur Blu-ray, une console de jeu, 185 chaînes de télévision incluses, de la télévision à la demande en replay, un disque dur 250 Go, du CPL, votre ligne France Télécom, un afficheur haut de gamme, une télécommande avec un gyroscope, un accéléromètre intégré, et j'ai oublié 100 choses équivalentes. Depuis 2 jours, vous avez fait un peu bouger les lignes dans le secteur. Est-ce que vous suivez ça avec avidité ou est-ce que finalement vous saviez que SFR avec la 9 box allait réagir? Non, moi je pensais qu'ils seraient courageux et ils manquent de courage. J'espérais qu'ils offriraient enfin la téléphonie illimitée depuis leur box. Et vous voyez, on a affaire à des acteurs qui copient, mais qui ne vont pas au bout de leur raisonnement de la copier. Et c'est ça, un acteur qui est mauvais, mais même quand il copie, devient mauvais. C'est-à-dire que dès qu'il y a une bonne chose, il ne copie plus. Moi, je trouve ça très décevant. Je trouve qu'il faut aller au bout et copier jusqu'au bout. Donc quand on copie, on est dans un secteur qui nous a toujours copié, il faut aller au bout de la copie et avoir du courage. Et qu'est-ce que vous attendez d'Orange? Orange, nous, on a une tendresse particulière pour Orange parce que c'est déjà le réseau qu'on utilise quand on fait du découpage. Donc ça nous met d'une manière générale avec une vue d'Orange un petit peu différente. Donc on pense qu'Orange est une grande entreprise et on pense qu'un monde légitime sur le haut débit, ça serait un monde dans lequel vous avez un opérateur historique, et Orange est un opérateur historique et on n'a pas le pire au monde, je vous promets, et un opérateur alternatif mais qui amène vraiment quelque chose. Donc on pense qu'un vrai marché en France, les 2 opérateurs légitimes en France, c'est Orange et Free. Après, il y a des gens qui font cette activité-là pour d'autres raisons, qui sont non rentables, sur ces secteurs du haut débit. Ils sont là, voilà, ils copient, ils essayent de survivre et puis ça les occupe, mais c'est bien. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas voulu prononcer le chiffre de 35,98 lors de la présentation? Parce qu'on a des tabous, parce qu'on est né avec le 29,99 et qu'on l'a dans la peau, que l'offre que l'on avait lancée en 2002 à 29,99, elle était sur des bases équivalentes, c'est-à-dire en dégroupage partiel. Le dégroupage partiel signifiant que vous continuez de payer votre ligne France Télécom et que l'on a continué de faire une offre à 29,99 en dégroupage partiel. Donc on a probablement de la timidité ou des tabous, mais on pense que ces tabous, il faut être capable de les enfoncer. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que depuis 2002, les biens courants que nous consommons, le pain, notre ticket de métro ou notre ligne France Télécom, ils ont augmenté de 26 ou 27%, que les gens qui travaillent chez Free, de la même manière, ont vu leur salaire augmenter, et que le prix de 29,99 aurait pu tenir si on arrivait toujours à faire plus d'économies de fonctionnement, et si on avait arrêté surtout de nous faire porter systématiquement des taxes depuis des années. C'est-à-dire qu'on a en moyenne 2 taxes par an depuis 2004, ce qui n'a pas été le cas. Donc il y a un moment, on se limite à on se pose une question. Soit on se dit, ce 29,99, il est immuable, et à partir du moment où il est immuable, on ne peut plus bouger. Et donc on se retrouve dans des offres qui vont être des offres bas de gamme. Soit on se dit, on va y toucher de manière marginale et que sur une partie de notre population, d'abonnés, et à partir de ce moment-là, ça nous donne une liberté supplémentaire. Et ça veut dire quoi, nous donner une liberté supplémentaire? Ça veut dire faire un produit très haut de gamme, mais quand même accessible, c'est-à-dire des packaging haut de gamme, un équipement designé par des designers. Vous n'avez jamais eu un équipement, une box en France qui a été designé par un designer, vous n'avez jamais eu un packaging haut de gamme, ce qui est la forme,
Et après, toucher le fond. Et toucher le fond, ça veut dire quoi? Ça veut dire en rajouter sans fin, rajouter du Blu-ray, rajouter un processeur très puissant, rajouter beaucoup de mémoire. On a une boîte télévision qui a 1 giga de mémoire, ça ne s'est jamais vu dans des boîtes. Rajouter des tonnes de choses, rajouter beaucoup de choses. Et puis travailler aussi sur la partie service, inclure les appels à la hotline, garantir des déplacements à domicile si vous avez un problème pour 10 €, vous inclure les appels vers les mobiles. Et si vous voulez, si on est capable à un moment de s'asseoir sur le tabou du 29,99 que nous avons créé, eh bien on est capable de révolutionner tout. Et globalement, si vous comparez qu'est-ce que j'ai de plus pour 6 €, vous dites mais c'est rien. Ça ne me coûte rien par rapport à ce que j'ai en plus. Et il est là le vrai secret, c'est de se dire, est-ce que je fais un bon deal à 35,98 ? Je fais un deal exceptionnel à 35,98. Et de manière démagogique, on le disait d'une autre manière, ça consistait à dire, aujourd'hui, si vous supprimez 1 heure sur votre forfait mobile, en moyenne, vous allez économiser 120 € par an. Vous enlevez 2 heures, en moyenne, vous allez économiser 200 € par an. Vous êtes un foyer avec 3 personnes. 3 personnes, un foyer moyen français, vous économisez 600 € par an, en vous abonnant à une offre qui vous vaut 36 € par mois. Et si vous voulez, vous avez un super deal. Et c'est pour ça que ça marche, c'est pour ça que les gens aiment. Parce que vous avez un super deal. Les gens nous disent souvent, vous faites du Apple. On ne fait pas du Apple. On fait un produit haut de gamme, mais à des prix très très bas. Et vous remarquerez, vous pourrez comparer ce que l'on vend pour 35,98 aux autres offres à 35 €, vous verrez qu'on est incomparable. On est tellement loin devant que c'en est honteux pour les autres. Est-ce qu'avec l'uniformisation de la TVA sur l'ensemble des services, vous allez être obligé, encore une fois, de faire bouger les lignes? On a dit toujours qu'on appliquera la TVA. Ça a commencé, l'ensemble des acteurs vont le faire. Le texte a été promulgué, donc on aura une application stricto sensu de la modification de la TVA. Alors on va être malin, on va avoir des idées différentes pour faire porter un coût moindre à l'abonné. On a eu quelques petites idées, mais on le fera comme tout le marché le fera, malheureusement. Vous avez eu des contacts avec les différentes chaînes de télévision qui en ce moment sont en train de se regrouper en se disant qu'elles ne veulent pas dans la future télévision connectée qu'on puisse surajouter des dimensions sur leur propre programme? Alors nous c'est encore plus complexe parce que la télévision connectée elle diffusera dans tout, quoi qu'ils fassent, dans tous les cas ils pourront faire les applications qu'ils veulent et les chaînes ne pourront pas résister à ce qu'elles font. Nous on a des contrats avec ces chaînes de télévision, donc on est plus soumis à des choses que les gens qui sont des fabricants de télévision. Donc oui, on a des contacts et on est, je pense, respectueux de leurs souhaits. Un dernier mot, depuis hier et depuis un vote au Parlement de l'article 4 du projet de loi LOPSI, vous devenez de fait des censeurs, entre guillemets, sur demande gouvernementale sans passer par un juge. Oh, c'est pas la première fois, parce que Adopi c'était la même chose, mais je crois qu'on connaît notre position sur Adopi, elle est assez claire. Nous, on pense qu'il doit toujours y avoir un juge. C'est-à-dire qu'on peut couper tout, on peut faire plein de choses, mais il faut à tout prix qu'un juge intervienne, et il ne faut pas laisser un flicage quelconque, ou une coupure quelconque, ou la possibilité de faire de la censure d'une manière ou d'une autre à une autorité administrative, parce que c'est faire prendre un risque à la démocratie, c'est-à-dire permettre à des gens qui ne sont pas des juges de prendre des décisions à un instant donné qui peuvent isoler des sites ou des gens du reste du monde, et le reste du monde étant symbolisé par Internet. Donc ça nous met toujours mal à l'aise. On n'a pas changé de position. Donc on espère que la raison l'emportera et que l'article 4 de l'OPSI sera modifié d'une manière ou d'une autre pour permettre d'avoir, pourquoi pas cette loi, c'est un autre sujet, mais d'avoir le passage devant un juge quand il s'agira de couper un site ou de couper l'accès à un site. Et si jamais cet article est confirmé, vous serez obligé de vous exécuter quand même? On est une entreprise française, soumise aux lois françaises, et en effet, on ne pourra pas contourner cela. Mais comme d'habitude, on ira lire le texte dans les moindres détails. On nous a appliqué, si vous reprenez par exemple l'exemple d'Adopi, un jour on nous a appliqué un décret d'application spécifiquement pour nous, parce qu'il y avait des failles dans la loi Adopi et qu'on se refusait de l'appliquer. On conteste ce décret. Et on continuera de le faire tant qu'on n'a pas une loi qui est parfaite. Nous n'appliquons pas. Et quand la loi devient parfaite, on se met à l'appliquer. Mais je crois que sur la loi Adopi, il faut séparer deux choses. C'est un élément important. Il faut séparer l'organisme Adopi, qui fait aussi un travail positif, de la loi elle-même et de son côté répressif. Parce que dans Adopi, il y a une partie création, et il va falloir que cette partie création, elle prenne enfin forme. On a par exemple une médiation chez la médiation OG, je ne sais plus quel est le nom exact, qui est aujourd'hui bloquée parce que les majors la bloquent. Il faut que ça se débloque. Parce qu'on ne peut pas avoir le côté répression qui a commencé sans avoir le côté création, c'est la loi création et Internet, même si le nom n'est plus celui-là, sans qu'on ait le côté création qui débute réellement.
À quelle date précisément je risque d'avoir la nouvelle Freebox pour remplacer mon ancienne chez moi? À compter, j'espère, du 4 janvier, puisqu'on va commencer à les expédier le 3 janvier. Alors, on est des gens un petit peu spécifiques, on est un peu paranoïaques, donc on travaille dans le plus grand secret et on fait les choses dans le plus grand secret. Alors, ça va très très loin, ces choses-là. Ça veut dire, par exemple, que les grand nombre de Freebox qu'on a commencé à fabriquer, on ne se les a pas fait livrer en France, mais on se les a fait livrer dans un pays étranger, à proximité de la France. Donc il faut qu'on les fasse revenir en France. Ça veut dire qu'en interne, les équipes n'ont pas été formées au support, donc c'est tout ce que l'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de partenaires qui ont développé des applications, mais elles n'ont pas été repackagées intégralement dans le service. On est en train de faire cela. Donc c'est ce qui nous entraîne un délai d'une dizaine de jours entre l'annonce et la sortie. Mais dès le 3 janvier au matin, on expédie, on est prêt et on y va. Merci Xavier Niel. Merci à vous, merci Fred Schwab.